Le roman que je vous propose de découvrir aujourd'hui est l'œuvre de M. Serge Gras, journaliste, présent avec nous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, on va démarrer tout de suite, entrer dans le vif du sujet. Mais on va commencer par vous présenter. Je l'ai dit, vous êtes journaliste. Vous avez travaillé durant de nombreuses années dans l'univers de l'édition. Vous êtes auteur de plusieurs œuvres, notamment Kolou le chasseur, L'arme d'espoir pour Haïti, La misère de nos comportements, Libre opinion en ces temps dégénérés et, bien évidemment, Passion de soutane. Oui. C'est le livre qui nous réunit sur ce plateau. Alors, Passion de soutane, si on devait le résumer, qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce que vous, auteur, qu'est-ce que vous diriez? Ben, je le résumerai en deux lignes. En deux lignes, c'est un texte qui a été écrit pour vous raconter l'histoire de la vie des hommes. Non pas dans ce qu'ils ont des succès, parce qu'ils arrivent à faire en mieux, mais dans leur souffrance, dans leur façon de s'accrocher à la vie. S'accrocher à la vie. Oui. Plusieurs thèmes ressortent à la lecture donc, de cette œuvre, mais Passion de soutane. Tout de suite, le titre nous évoque un univers religieux. Oui. Et l'image qu'on a, c'est une demoiselle fort peu vêtue en position de prière. Alors, Passion de soutane, comme son l'indique, c'est un texte ou un titre qui a un lien avec un texte religieux. Évidemment, dans le texte, le livre lui-même est un texte polyphonique, c'est-à-dire il y a plusieurs récits à l'intérieur. Et l'un des récits, justement, celui conduit par l'abbé Moyer, traite de la religiosité. Tout ce qui est univers religieux, tout ce qui se passe dans nos paroisses, ainsi de suite. Donc, il porte sur l'histoire. Et il est passionné parce qu'il est en conflit très ouvert avec sa hiérarchie. Et donc, cette passion-là que j'ai essayé de mettre en avant pour montrer combien l'abbé Moyer voudrait rester pasteur, voudrait rester prêtre, en l'occurrence, prêtre, oui, l'Église catholique. Tout à fait, mais c'est un pasteur notamment, voudrait rester berger, conduire, n'est-ce pas, ces troupeaux de Dieu pour leur apporter la bonne nouvelle. Et la demoiselle que l'on voit en position de prière, habillée très légèrement. Ben, cette demoiselle, dans le texte, elle joue, ou elle peut jouer le rôle de la prostituée. Dans le texte, il y a une prostituée, n'est-ce pas, qui se confesse d'une façon un peu anecdotique au personnage principal qui s'appelle Brissy. Donc cette jeune fille-là, légèrement vêtue, qui est en cette position de prière, elle se confesse, elle voudrait bien sortir de cet univers de la prostitution, mais elle a des difficultés. Donc elle cherche une âme charitable qui pourrait l'aider, qui pourrait la soutenir, n'est-ce pas, à sortir un peu de la prostitution qui est un fléau que toute la société, justement, éprouve. À la lecture de ce roman, les premières pages, déjà, on a un sentiment de lourdeur. Parce que vous décrivez un univers médical très compliqué. Il y a la saleté, il y a la souffrance des malades. C'est lourd. Tout de suite, on a un sentiment, en tout cas moi, en lisant les premières pages, il y a un sentiment de malaise. Parce que les scènes que vous décrivez sont justement tellement bien décrites qu'on se projette et on se voit. On imagine sans peine ce malade couché dans la chambre 393 au premier étage du bâtiment A de la médecine générale, donc du CHU. Je vais lire justement cette première page. Goutte après goutte, le sérum pénètre son sang. C'est devenu son quotidien depuis bientôt une semaine qu'il occupe le lit numéro 3 de la chambre 393 de la médecine générale du centre hospitalier et universitaire de Bassa. Malgré les soins intensifs, il ne recouvre toujours pas la santé et trouve difficilement le sommeil. Il se redresse, puise dans ses maigres ressources des forces pour se traîner jusqu'au chevet du lit où il s'assoit. Adossé au mur comme pour reprendre ses esprits, il me regarde du coin de l'œil, sourit et ne dit mot. Il me fixe un peu plus longuement, souriant toujours. Son regard se promène lentement dans la pièce et s'arrête dans un angle du mur où une mouche, imprudemment, s'est fait prendre dans une toile d'araignée. Sa toux sèche brise le lourd silence de la chambre, puis un cri rauque lui échappe. Je vais m'arrêter là. Oui. Alors, on ressent bien l'atmosphère que vous avez voulu créer. Tout à fait, mais en fait, les lecteurs ont tous peur, et nous avons tous peur, il est clair, de tout ce qui, on traite de la souffrance et de la mort. Nous avons peur de la mort. Cette peur-là qui nous met dans une telle situation. Pourtant, l'amour fait partie de ce que nous avons de plus intime. Et comment on décrit la vie d'un homme en évacuant sa souffrance?
Et je pense que si on peut décrire en tant qu'écrivain ce qu'il y a de beau dans la vie, on doit être capable de décrire également ce qu'il y a de laid, ce qu'il y a d'affreux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, le personnage principal de cette œuvre, oui, Brissy. C'est Brissy, oui. Qui n'est pas évoqué dans la couverture, encore une fois. Il y a 3 histoires, vous l'avez dit, qui se s'entremêlent dans ce livre. D'abord, il y a la maladie du père de Brissy. C'est Brissy qui est avec lui à l'hôpital, qui vit sa souffrance au jour le jour. Il y a ce prêtre, Moyer, qui raconte son histoire. Et puis, il y a la prostituée dont finalement on ne sait pas le nom, parce que nulle part il n'est dit. Il y a la prostituée. Et Brissy, qui est le personnage central, qui vit toutes ces histoires, n'est pas évoqué dans la couverture. Oui, mais vous savez, la couverture, ça fait partie des paratextes. C'est-à-dire, il y a le texte qui est à l'intérieur et il y a tout ce qui entoure, tout ce qui habille le texte. Et ce qui habille le texte, c'est ce à quoi le lecteur a le premier contact. Si vous avez un texte, par exemple, que vous émettez un titre ou une image qui ne dit rien à personne, personne ne va l'ouvrir. Et donc, le texte, ou le titre et l'image, c'est 70% de marketing. C'est vraiment sous un souci commercial. Donc, cette couverture est purement commerciale. Mais n'empêche que l'illustration de la couverture a un lien avec le texte, notamment la prostituée qui s'exprime. La prostituée qui n'est évoquée que pendant, on va dire, 2 pages. Même un bout de phrase dans un texte peut avoir sa force. Ce n'est pas en termes de grandeur qui fait la force d'un texte. Même un bout de mot. Un bout de mot peut avoir plus de force que 100 pages. Voilà. Et donc, cette force-là, la prostituée, elle souffre, vit un enfer à son âge. Je pense que ça a plus de force que tout l'amour de Brissy et de Niki et tout ce qu'on peut dire dans le texte. Alors, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de thèmes que vous avez abordés dans ce livre. Il y a des thèmes, justement, qu'on pourrait juger d'impromptus parce qu'ils apparaissent au détour d'une conversation, d'une pensée de Brissy. Et on se demande vraiment le lien qu'il y a avec la trame de l'histoire. Je vais prendre pour exemple à la page 27, ce malade qui a été guéri spontanément du sida. En tout cas, il a été déclaré malade du sida par les hôpitaux. On pourrait se demander, parce que ce personnage, il apparaît, on en parle brièvement, il disparaît. Oui, mais les images de la vie, les symboles de la vie apparaissent comme ça et disparaissent également. Vous savez, dans la vie, nous vivons des choses, des scènes qui nous portent, ou qui nous portent juste une seconde, le temps d'un instant. Mais ces scènes-là aussi ont leur importance dans notre vie. Ça peut nous marquer toute notre vie. Et ce monsieur-là, c'est un autre médecin, mais qui lui est spécialiste de sida. Donc qui a refait les médecins, les examens, et qui s'est rendu compte finalement que ce monsieur n'était pas malade de sida, comme on l'avait dit. Mais ça fait partie de la vie de chacun d'entre nous et ce serait bien utile qu'on le dise et qu'on le sache. Autant pour moi. Un professeur, voilà. Alors, j'imagine que vous n'avez pas introduit ce thème par hasard. Il y a bien une idée que vous nous Tout à fait. En fait, je lisais par hasard un document où il y avait ce genre de témoignages, où des gens n'étaient pas réellement malades, mais qu'ils avaient comme vous, peur. Ils se sont sentis maigrir, avoir des symptômes qui s'apparentaient à la maladie, et ils se sont pris malades. Et ils en sont morts finalement. Parce que finalement, le mal dont nous souffrons est plus psychologique qu'autre chose. Et ce monsieur a eu la force, non pas de porter son mal, mais de chercher à savoir ce qu'il en était exactement. Alors, après donc, ce thème, donc, on va passer à la prostitution, avec cette prostituée qui est là, qui est sur la couverture. Illustrée sur la couverture, justement. Je l'ai dit, son témoignage, et on parle pendant, on va dire, 2 pages, à partir de la page 39 jusqu'à la page 42. Et puis, quelques lignes enfin, parce que le personnage principal, Brissy, la retrouvera plus tard dans l'histoire. Alors, Brissy, qui a son père très malade, très souffrant, on décrit sa souffrance, c'est vraiment une sensation de gêne. Je reviens là-dessus, parce que c'est très présent quand on lit le livre, une sensation de gêne, de malaise, de mal-être quand on lit la souffrance de ce père-là. Et puis, on décrit également le supplice de tous les malades dans les hôpitaux, et vous abordez les thèmes notamment de la maltraitance même des malades par le personnel médical.
franchement, je pense que la réalité est beaucoup plus forte que ce que je décris, hein, quand vous allez dans nos hôpitaux. Ce que j'ai décrit, je pense que c'est des malades couchés à même le sol, oui, on ne s'en occupe pas. Tout à fait. On les raboue même quand ils demandent de l'aide. Je pense que chaque lecteur devait pouvoir faire un tour dans nos hôpitaux. Je pense que les lecteurs ont vécu cette situation qui est un peu plus faible que la réalité elle-même. Dans les hôpitaux où nos hôpitaux sont complètement déshumanisés. Puisque finalement, des statuts de patients sont passés aux clients. Donc, du coup, la recherche des profits a pris le dessus sur la recherche, finalement, dans le rapport entre les malades et médecins, et le rapport psychologique, éducatif, tout ce qui pouvait concourir à la guérison du malade, finalement, est remplacé de facto par le souci de faire fortune, de gagner de l'argent, de faire recette. Et finalement, ça passe par ce genre de comportement avec des brancardiers qui font ce qu'ils veulent, avec des infirmiers qui abusent des malades, avec les médecins eux-mêmes qui n'ont pas forcément de souci de la guérison des malades qu'on leur confie. Donc je pense que ça, il suffit de faire un tour dans nos hôpitaux pour voir un peu la vérité de ce que je décris. Alors on arrive donc à cette fameuse prostituée qu'il rencontre très tôt le matin, par hasard à l'arrêt de bus où il s'assoit pour respirer, souffler un peu. Elle l'accoste. Bien évidemment, il n'est pas intéressé par les services qu'elle lui propose. Elle lui propose tout simplement de discuter. Et elle lui raconte son histoire, donc une enfance difficile, compliquée, qui l'ont menée à la prostitution. Et puis, elle s'en va. Mais comme elle est venue d'ailleurs, comme elle est venue, furtivement. Je pense qu'elle voulait finir par se confier, trouver quelqu'un à qui parler. Vous savez, quand vous jetez un regard un peu critique sur la vie des jeunes filles qui sont dans ce milieu, elles n'ont pas forcément quelqu'un à qui parler. Voilà. Elle n'arrive même pas à se parler à elle-même. Et ce jour-là, elle a eu la chance de trouver une oreille attentive en la personne de Brissy. Donc elle s'est ouverte, elle a décrit sa vie, son enfance et toute la force, la volonté qu'elle voudrait mettre dans le fait qu'elle veut sortir, n'est-ce pas, de cet enfer-là. Et Brissy l'a écouté, elle a certainement elle aussi écouté Brissy, et puis elle s'en est allée comme elle est venue. Mais ça ouvre une porte à la société et ça nous emmène nous-mêmes en tant que parents d'élèves, en tant que parents tout court, à réfléchir sur notre façon de regarder nos enfants et de nous regarder nous-mêmes. Est-ce que si on se responsabilisait un peu plus, est-ce que ces choses-là ne pourraient pas être évitées? Est-ce que finalement, il n'y a pas notre part de responsabilité dans la situation que vivent, la décadence des mœurs, dans notre société? Je pense que c'est une question qui reste posée à chacun de nous d'y répondre ou d'en tirer les leçons pour que ce genre de situation n'arrive plus. Alors, cette fameuse prostituée qui abandonne un paquet sur le banc et qui s'en va, comme vous l'avez dit, furtivement, qui disparaît dans la nuit, aussi brusquement qu'elle est apparue, laisse un paquet donc que Brissy prend, qu'il ouvre, et c'est une lettre, un journal intime. Et on a là l'apparition du personnage Moyer. On ne sait pas dans quelles conditions la prostituée a pu être. On se demande même si c'est bien elle qui a... On a la réponse plus loin. Plus loin. Oui, plus loin. Mais au départ, Brissy ne savait pas. Mais en fait, il se doutait que c'était franchement elle, puisque c'était qu'elle était assise là où il a trouvé le paquet, l'enveloppe. N'ayant pas son adresse, ne sachant pas où la retrouver. Donc, il pense lui de garder le paquet. Il va l'ouvrir, il va découvrir toute l'histoire du prêtre, toute la souffrance aussi que vit le prêtre. Alors, pour parler donc justement de cette incursion dans la religion que vous avez faite à travers ce livre, il est question de corruption, de haine, de ressentiment, vraiment des thèmes qu'on n'aborde pas souvent quand on parle de religion, parce que quand on dit religion, on s'attend tout de suite à l'amour, à la paix, à la transmission et au partage de certaines valeurs. Là, vous avez pris carrément le contre-pied. Ce prêtre Moyer qui est martyrisé, même on pourra dire, par sa hiérarchie, finalement, on ne saura pas pourquoi. Ça, vous avez raison de le dire. Mais le prêtre, finalement, c'est un homme comme nous. Je pense qu'il ne faut pas le déifier. Il ne faut pas penser que dès qu'on est prêtre, on est
on est absous de tous ces vices-là. Je pense que le prêtre... Normalement, c'est ce qui devrait être. Parce que n'est pas prêtre qui veut. Il y a des aptitudes, il y a des études qu'on fait. Oui, et puis, tout à fait. Les études nous amènent à comprendre, voilà, à pouvoir justement. lire. Je veux dire, ce qui n'est pas à la base, être prêtre, c'est une vocation, ce n'est pas un métier. Voilà. Alors, cette vocation de prêtre ne fait pas de vous un extraterrestre. Du tout, mais voilà. On pourrait logiquement, peut-être naïvement croire que... Oui, heureusement que vous dites naïvement. Naïvement croire que le prêtre n'est pas enclin au péché. Que tout homme, que tout mortel, tout qui dame pourrait commettre. C'est un mortel, justement. C'est pourquoi qu'il est enclin au péché. C'est pourquoi qu'il faut prier pour les prêtres. C'est pourquoi qu'ils prient eux-mêmes pour qu'ils puissent tenir leur vocation. Tout ce qu'on vit en dehors des 4 murs de l'Église se vit dans l'Église. Ne sont-ils pas plus forts spirituellement? Mais ça, c'est une question qu'on pourrait leur poser. Moi, c'est un des gars que je promène et que je voudrais qu'un prêtre puisse conduire, notamment Moyer qui conduit son histoire et qui dit ce qu'il vit. Maintenant, moi, je ne suis pas outillé pour... En fait, moi, j'aimerais bien savoir d'où vous est venue l'idée de dépeindre l'Église sous ce trait-là. Est-ce que ça vient de témoignages que vous avez reçus? Ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages que nous vivons, que nous entendons dans nos paroisses, dans nos cercles religieux, des choses absolument atroces. Et comme vous, on a la réaction. On a du mal à le croire. Tout à fait. Des histoires de corruption, de... Au départ, moi-même, quand il m'arrivait d'entendre ce genre de propos, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment des prêtres qui font ça? Non, je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas l'imagination de l'auteur qui s'est laissé emporter un peu trop loin? Mais il y a un bout d'imagination quand même. Mais l'histoire, la base, ce sont des histoires qui existent dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villages, et qui ont pour sphère, je veux dire, l'environnement religieux, où les gens se détestent, ou se haïssent, mais ce sont des hommes. Moi, j'ai fini par comprendre ou par accepter que ce sont des hommes, et que finalement, ce qu'on peut faire, c'est de prier pour eux, parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Autant que nous avons besoin, nous, qui sommes laïcs, de prières, mais aussi ils ont besoin de prières. Ils ont besoin qu'on les soutienne, parce que ce sont des hommes. Ils ont leurs faiblesses, leurs lacunes, leurs péchés, leurs vices. Il faut prier pour qu'ils tiennent leur vocation, tout simplement. Très bien. Monsieur Gras, il y a entre autres thèmes la sorcellerie qui est évoquée à travers l'histoire du père donc, de Brissy, homme très brillant, qui a vécu en France, qui a fait sa vie, qui a plutôt bien réussi, et à la faveur d'un voyage dans son village, ne se retrouve plus. Tout ça par la faute de sorciers. C'est un thème que vous abordez également. Oui, c'est un thème très africain d'ailleurs. Un thème qui fait partie, n'est-ce pas, du quotidien des Africains. Vous savez, les Africains, nous sommes plusieurs comme ça à avoir considéré là où nous sommes comme notre village. On ne va plus au village de peur des sorciers. Voilà. Et le père de Brissy en a fait la meilleure expérience. Il est venu en vacances avec tout ce qu'ils avaient comme cadeau pour ses amis, enfin pour ses frères, parents et tout ça. Et finalement, il est resté, son billet d'avion a disparu. On ne sait pas quelle magie. Il réussit à retourner, on le ramène. On lui dit qu'il y a des problèmes sur son passeport. Il devient une espèce de loque humaine dans un quartier précaire à Abidjan. Voilà. Donc c'est une vie, c'est une histoire qu'on connaît. Hein. Ça ne vient pas forcément de mon imaginaire, mais ce sont des histoires qu'on rencontre dans nos quartiers, des histoires des gens qui, de façon mystérieuse, de façon inexpliquée, se retrouvent dans des situations que même ils ne comprennent pas. Voilà. Donc je voulais un peu mettre le doigt dessus pour mettre ça en lumière, pour que nous aussi, en tant que lecteurs, en tant que décrivains, on puisse mettre le doigt sur ce point-là, pour que on puisse trouver des bonnes réponses, des bonnes réponses qui nous satisfassent. Justement, celui qui est à la base, c'est ce que suppose le père. Tout à fait. Celui qui est à la base de ce problème-là, c'est son grand frère. C'est son grand frère. Son frère aîné, son grand frère qui avait toujours pris ombrage de la réussite. Parce qu'il était toujours l'exemple de la famille. Et à ce propos, justement, il y a un téléspectateur qui a une question à vous poser à propos de cet oncle. D'accord. On regarde. L'un des personnages de votre ouvrage, à tout bout de champ, s'érige en vendeur de forêt. Cette histoire est-elle de la fiction ou une histoire vraie? Le téléspectateur demande donc si ce toncle-là, ce fameux toncle, est un personnage que vous avez pu rencontrer ou c'est purement un personnage fictif? Non, c'est un personnage fictif. Je pense que l'histoire des forêts, l'histoire des problèmes fonciers dans nos familles, dans nos villages, ce sont des histoires que nous connaissons tous. Et je voulais mettre aussi un point sur le comportement que certains de nos parents ont à vendre des patrimoines qui appartiennent à la famille.
Et parce que dans son conflit avec son jeune frère, l'aîné, donc le frère aîné du père de Brissy, donc, il voulait tout faire pour s'accaparer le patrimoine familial. Et c'est ce qu'il a fait en vendant la forêt familiale à son seul profit. Alors, je l'ai dit, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés et développés dans l'œuvre, notamment toujours pour parler de cet oncle-là, de ces personnes qui rechignent, qui refusent même carrément d'aider un malade. Et après le décès, malheureusement, de ce malade-là, qui organisent les grandes funérailles, des obsèques grandioses, etc. Ce fut encore le cas de l'oncle, parce que malheureusement, le père de Brissy est en fin de vie, il décède, et Brissy, avant le décès de son père, va solliciter l'aide de cet oncle qui dit j'ai ma fille qui doit aller aux États-Unis, j'ai ma voiture à réparer. Il invente, du moins il lui donne toutes sortes de prétextes fallacieux pour ne pas l'aider. Pour ne pas l'aider, ce qu'il ne fait pas. Et une fois que ce père décède, mais il organise carrément. Oui, mais encore une fois, je n'invente rien. Je n'invente rien. Si vous faites un tour, pour nous qui sommes à Yopougon, c'est notre quotidien. On va bien dans les espaces réservés aux funérailles, tout le faste qu'il y a autour des funérailles. Mais si alors que le millième de cette somme aurait pu sauver des vies. Donc ça aussi, c'est une de nos plaies. Voilà, ça va être une de nos plaies et je pense que ça aussi, on doit pouvoir essayer de moderniser un peu les rites funéraires. Essayer de trouver un juste milieu qui permette à ceux qui n'ont pas les moyens d'enterrer leurs parents aussi dans la dignité, comme on dit. Parce que finalement, quand tu n'as pas les moyens, tu commences à avoir un peu honte de gagner des funérailles parce que le voisin a fait des funérailles avec tout ce que je décris dans le texte. Et puis vous, à côté de ça, vous avez juste 3 comme plaqués pour cercueil pour votre parent. Bon, vous en prenez un peu ombrage et finalement. Bon. Donc je pense que ça, on peut trouver un juste milieu. On peut dire, mais ce sont les citadins finalement qui ont prostitué le rite funéraire. Sinon, je ne pense pas que dans notre culture, il y ait ce genre de comportement dans les rites funéraires. Non, je ne crois pas. Parce qu'il y a un rituel bien qu'il faut respecter, qu'il faut suivre. Mais nous qui sommes à Abidjan, les citadins, les grands types, en guillemets, comme on dit, qui disent, bon, vous pouvez le garder 1 mois, quand je serai prêt, je viendrai. Et donc, on n'a plus l'habitude de garder 1 mois, 2 mois, voire 3 mois les corps. On n'a plus l'habitude de chercher les cercueils les plus, qui frapperaient le plus, des caveaux avec tout ce qu'il y a comme décor, je veux dire, artistique, pour faire plaisir, non pas aux morts, mais pour flatter l'ego des vivants. Tout à fait, flatter l'ego des vivants finalement. Mais à quoi ça sert finalement? Et alors dans toute cette souffrance décrite, etc., il y a quand même une lueur d'espoir, puisque Brissy, dans les dédales de cet hôpital, de ce mouroir même on dirait, parce que c'est comme ça qu'il est décrit, rencontre l'amour dans la personne de Niki. Oui, mais que serait la vie sans l'amour finalement? C'est la grande question. Tous ceux qui ont lu le texte se sont laissés assommer par... Parce qu'on n'imagine pas. Vu comme c'est parti, on se dit que ça finira très mal. Et puis finalement, il y a l'amour qui naît. L'amour, c'est comme ça. L'amour, les artistes ivoiriens savent très bien le dire. L'amour vient là où on ne l'attend pas. Mais est-ce qu'il y a un endroit finalement pour tomber amoureux? Je ne crois pas finalement. Et Niki et Brissy partageant les mêmes angoisses, c'était très facile pour eux de s'entendre sur le minimum qu'est l'amour. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. Jusqu'à la fin, on ne sait toujours pas le lien qu'il y a entre Moyer et la fameuse prostituée. Comment est-ce qu'elle a eu ses mémoires? Comment est-ce qu'elle les abandonne ça reste là. C'est un mystère total. Ça reste mystérieux. Ça reste on a l'impression que l'histoire n'est pas terminée, ou du moins, si elle s'arrête là, on a l'impression qu'elle est un peu décousue. Parce qu'on ne comprend finalement pas. Ben si, je pense que d'abord même l'histoire n'est pas terminée. Je pense que toute œuvre de création, elle est à continuer. Et chaque lecteur peut continuer d'écrire le texte comme il veut, comme il l'entend, comme il le ressent. Voilà. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai terminé. Alors, vous avez terminé. Quel est le lien finalement entre la prostituée et Moyer? Vous savez, l'Église, la religion et les vices... Parce qu'il y a des non-dits. On attend justement que vous nous éclairiez justement sur... Non, mais moi non plus, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que... Je ne sais pas comment la prostituée a eu le texte. Peut-être qu'elle allait prier à l'église, je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'est confiée elle aussi au prêtre, je ne sais pas.
C'est laissé à l'imagination du lecteur. Chacun voilà. pourra apporter l'explication qui Tout lui à convient. fait. Merci beaucoup, Monsieur Serge Gras. Oui. Passion de soutane, c'était notre œuvre aujourd'hui que je vous invite vivement à découvrir. Une œuvre qui vous fera voyager à travers les différents thèmes qu'on vient de décortiquer ensemble. Le dernier mot, je vous le laisse. S'il fallait retenir quelque chose de cette œuvre, qu'est-ce que ce serait? L'amour. Je pense qu'en dehors de tout cela, en dehors de tout ce qui est macabre, en guillemets, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a l'amour, il y a la vie, il y a le fait qu'il faut s'accrocher passionnément et résolument à la vie. C'est la vie. Et si nous mettons l'amour au cœur de notre vie, nous allons pouvoir la redignifier sans trop de difficultés. Je pense qu'on doit essayer l'amour, parce qu'on a essayé toutes les vies, on n'a pas pu donner des sens à notre vie. Donc essayons l'amour. Fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié cette œuvre, en tout cas, que notre entretien vous aura donné envie de la découvrir, cette œuvre Passion de soutane signée Serge Gras. Je vous remercie pour votre fidèle et agréable attention. On se retrouvera dans 15 jours avec un autre livre et un autre auteur. Prenez soin de vous et des autres. Au revoir.